Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse sans faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je prononce Mittel comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, c'est de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais, je sais qui est le crack. Juste au milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse sans faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. J'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous. Bonjour, j'espère que vous allez bien les amis, que vous êtes en forme pour ce nouvel épisode du Juste Bistrot. Voilà, beaucoup de plaisir d'être ensemble aujourd'hui les copains. On est jeudi, il est l'heure du 250e d'ailleurs, Juste Bistrot du nom, ça fait plaisir. Voilà, c'est magnifique, 250 c'est beau, 250. Alors 1 million c'est mieux. Mais 12, c'est moins. Donc, il faut être conscient de ça. Voilà, les copains, on se retrouve avec beaucoup de plaisir. Voilà, c'est le plus important. Nous sommes le 7 décembre 2023, les amis. Voilà, j'espère que vous êtes au taquet. On commence à penser un petit peu aux fêtes, là, aux fêtes de fin d'année, tout ça, tout ça. Alors, apparemment, on me dit que le son, ça va pas. Merde, dites-moi, parce que j'ai touché à un réglage. Est-ce que là, c'est mieux? Allô, Houston, à la base. Est-ce qu'on est mieux avec ça? Vous me dites, il n'y a pas de problème. Peut-être que j'ai touché aussi à des trucs, ça c'est pas impossible non plus. Est-ce qu'on est bon là? C'est nickel. Bon ben voilà, impeccable. Parfait, les copains. Merci à tout le monde. Je vois des subs qui sont là. Il y a Clem 4490 qui vient de subprime 8e mois. On a qui d'autre? J'ai vu mon Agror 2 subprime 3e mois. Merci beaucoup, camarade. Stealth 5 subprime 10e mois. Mon Stealth 5 extraordinaire. Avec qui, voilà, on se prend le callback par moment, mais toujours que du plaisir. Merci à toi, cher ami. À Snimnard également, sub 2e mois. Merci beaucoup. Et Nishtov Nanglo.
Je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas, qui vient de sub pour le 2e mois, merci beaucoup, cher ami. Voilà, et LN également, 2e mois de sub, merci. Et mon Gaëtan Seguin 38 qui dit Hug, Rémi, le Gers te salue. Voilà, on embrasse nos amis du Gers. Salut à tous les copains, salut à la France. Je crois qu'on peut le dire, c'est le plus important. Par contre, l'image est dégueulasse, j'ai l'impression, non? On dirait pas que l'objectif de la caméra est sale. J'ai un peu l'impression, hein. Je crois que, bon, j'ai rien pour nettoyer, mais attends, si, bouge pas. Regarde. Non, mais attends, regarde. On va faire ça en direct, on est des professionnels. Je vais faire ça avec une véritable casquette FDJ. Je remercie l'ami Yannick qui m'a offert ça, voilà. Tu vois, hop, tac, voilà. Hein, c'est mieux, c'est mieux. Enfin, c'est mieux, c'est pas une révolution. Mais il n'y a que sur Juste Milieu qu'on voit ce genre de choses, tu vois. Je peux mettre la casquette, tu vois. C'est pas un problème, voilà. Allez, Godu, voilà, on peut faire l'émission comme ça. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de toute façon? Est-ce qu'on est là pour la mode? On en a rien à foutre, tu vois. Voilà, hop là, tac. Et si je veux, là, je suis beaucoup plus aérodynamique, tu vois. Oui, c'est un début d'émission. Là, il y a peut-être des gens qui connaissent pas, qui se disent qu'est-ce que c'est que cette histoire. Mais c'est ce qui fait l'originalité. C'est ce qui fait le. Enfin, là, tu vois, faut que je fasse comme ça parce que je vous vois pas finalement. Mais c'est l'originalité de l'émission. C'est surprenant, hein. Non, mais je m'étonne moi-même de faire ça, hein, alors que aujourd'hui, je vais vous parler de choses sérieuses, mais tu vois, tu t'y attendais pas à ça. Tu t'y attendais pas que j'allais mettre une casquette à Godu pour commencer l'émission. Ben non, parce que mais même moi, je m'y attendais pas, tu vois. Même moi. Mais finalement, je suis pas si dégueulasse parce que il y a un truc, il y a quelque chose, tu vois. Et parfois, je mets des casquettes comme ça sous mon casque, hein, pour le vélo de route. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. Il va profiter de cette tignasse. Demain, je vais chez le coiffeur. J'embrasse Danielé, mon coiffeur. On embrasse. Merci, le Big D, comme on l'appelle dans la street. Donc, les amis, aujourd'hui, beaucoup de choses. Une émission qui va être plus longue. Qui va être plus longue parce que je vous ai pas vu. C'est quand qu'on n'a pas fait d'émission. C'est avant-hier. Avant-hier et hier, c'était un petit peu raccourci parce que c'était l'anniversaire de ma milieu. Donc là, clairement, j'avais pas le choix. Je vous l'ai dit, je jouais mon célibat sur cette affaire. Donc, vraiment, il fallait être là, il fallait être dans le secteur. Tout s'est bien passé, elle était heureuse comme tout, la petite. C'était que du plaisir. Voilà, et aujourd'hui, on va prendre le temps, les amis. On est jeudi. Hier, l'entraînement de handball s'est bien passé. Voilà, parce que je vous raconte, vous en avez rien à foutre, mais après, après on parle d'actu. Mais tu sais, je m'étais fait mal au bras. En torse au niveau du coude, ça c'est pas bon ça. Puis tu sais, chez les gardiens de handball, c'est assez courant. Tu sais, parfois tu prends des ballons, tu as des hyperextensions au niveau du coude. Et j'avais mal depuis 2 semaines, et là, pif, en plein match, au bout de 15 minutes, sortie brancard, terminé, le bras dans la boîte à gants. Et autant je suis fan de Claude François, autant la décharge électrique dans le bras, j'ai dit c'est pas bon signe. Et j'étais en arrêt pendant un mois. Et hier j'ai repris, bon alors c'est pas le retour du roi, hein, on n'est pas sur du Aragorn, mais voilà. Donc voilà, sachez que tout s'est bien passé et je jouerai à Lausanne dimanche matin. S'il y en a qui veulent venir, c'est aux Bergières à Lausanne, ceux qui connaissent. C'est pas une vanne, hein, c'est extrêmement sérieux. Là, vous aurez un petit privilège parce que c'est un milieu, si tu veux, que je n'ai jamais filmé, hein. Juste milieu dans des cages de hand, vous serez les seuls à voir ça. Donc si vous savez pas quoi foutre, vous venez au gymnase des Bergières à Lausanne dimanche. On joue à 10h15, un truc comme ça. Ouais, je le dis, il y en a peut-être qui sont dans le secteur. Non, mais ça mange pas de pain, puis je serais ravi de vous voir après le match. Ça me donnera un côté vedette, un côté Fabien Barthès, tu vois. Bon, là, je suis gardien de handball, puis ça va pas être brillant. Mais oui, dimanche matin. Alors, il y a Orlov 1389 qui dit dimanche matin, t'es sérieux? Point d'interrogation. Ben ouais, je sais. Mais on joue contre qui? Je sais même pas contre qui on joue d'ailleurs. Je joue avec l'équipe 3 de Lausanne. Peut-être que même après, je joue avec l'équipe 2, tu vois. Je vais vous dire contre qui je joue. Je vous raconte ma vie handballistique parce que j'ai l'impression que ça vous intéresse. Peut-être que je vais enchaîner 2 matchs à la suite. D'ailleurs, ça, c'est peut-être pas une bonne idée, mais on verra. Dimanche, je joue le premier match contre Chenois. À 10h, Chenois. Lausanne 3 contre Chenois. Voilà. Donc, il y a Mikino, tu vois, qui dit je suis de Lausanne. Bah, si tu sais pas quoi foutre dimanche matin, puis si tu veux te foutre de ma gueule, tu viens. Et là, tu auras un privilège, hein. Il n'y a pas grand monde dans la communauté Juste Milieu qui m'a vu sur un terrain de handball. Quoique, pour l'anecdote, la dernière fois, je jouais à. Enfin, on jouait, on est une équipe, l'équipe avant tout. On jouait à, que je te dise pas de conneries, à Yverdon. On jouait à Yverdon. Et je sors du terrain.
Et il y a un gars qui vient vers moi, mais qui était en civil, tu vois. Enfin, le match était fini. Le match venait de finir. Il y a un gars qui vient vers moi et qui me dit ouais, ah, c'est cool tes vidéos. Je dis bah, merci, mais là, en l'occurrence, j'espère que tu n'as pas filmé. Et il me dit non, mais en fait, je joue dans l'équipe d'en face. En ce moment, je suis blessé au genou et tout, et c'est cool. Et donc, en fait, c'est marrant. Au match retour, il sera là, il m'a dit, et je vais jouer contre un mec qui aime bien les vidéos. Donc, c'est rigolo, tu vois. C'est assez rigolo. Donc, voilà, tout ça pour dire que dimanche matin, si vous savez pas quoi foutre, je serais ravi. Ce serait curieux qu'on fasse ça. Il y a Ousmane qui dit dans le chat, mais non, c'est chez moi, ça. J'espère qu'on va vous mettre la piquette. Alors, en plus, il y a un duel, tu vois, il y a un duel, c'est marrant. Un duel dans l'équipe de Suisse. Et le Pierreux qui dit tes coéquipiers te regardent sur Juste Mais. Il y en a certains. Il y en a certains. Et d'autres qui en ont rien à foutre. Bon, non. Bah, il y a beaucoup de Suisses dans l'équipe, donc tu veux, l'actu française, pour eux, ça tient de la science-fiction, si tu veux. Quand je raconte certaines choses à des copains suisses, tu vois, qui suivent plus ou moins bien d'ailleurs l'actu suisse au départ, tu sais, quand on peut-être rien à branler tout court, tu vois. Quand je leur raconte les trucs de ce qui se passe en France, ils me disent ah ah, t'es con. Et ils me croient pas. Hein. Ils veulent pas me croire. Donc, ouais. Je mange des amandes. Hein. Les protéines, c'est muscles. Comme ça, après, je suis compétent. J'espère faire au moins 2 arrêts. Objectif 2 ce week-end. Mais ouais. Il y a Stelzen qui dit ça fait loin Lausanne du bassin d'Arcachon quand même. Bah, si tu aimes juste milieu, tu fais le déplacement. Non, je déconne, évidemment, bien sûr, je déconne. Mais on sait jamais. Hein. On sait jamais. Hein. Donc voilà. Voilà, les amis. Sur cette parenthèse handballistique hein, qui ne mange pas de pain, on commence doucement. Mais aujourd'hui, on a du gaz et ça, c'est le plus important. Alors, au menu de cette émission qui vous attend, merci à Kiman70 pour le sub 14e mois, c'est extraordinaire, merci beaucoup les copains. Au menu, aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. On va revenir un petit peu sur Crépol, hein, médiatiquement, l'attentat de Crépol, qui prend la même tournure que l'affaire Lola. Vous allez tout comprendre. On va parler un petit peu des JO avec cette information complètement dingue qui est tombée. On va parler de l'affaire Guerriot. Enfin, on va revenir sur l'affaire Guerriot, dont on a déjà parlé il y a quasiment un mois maintenant. Et on va parler de Gérard Depardieu. Alors Gérard Depardieu, il y a un complément d'enquête qui sort ce soir, donc le 7 décembre 2023, où il parle de Gérard Depardieu. Il y a une séquence qui tourne beaucoup déjà sur les réseaux sociaux. On va s'écouter ça, on va se farcir ça, et on va en papoter parce que, autant vous dire que j'attends les médias au tournant. Mais avant ça, pour commencer avec une note, voilà, un peu de rigolade, c'est pas encore le vendredi détente, mais on arrive. Un humoriste que j'aime bien, que je trouve extrêmement fort, extrêmement brillant, c'est Jérémy Crédville, que vous connaissez peut-être, et qui fait des chroniques sur France Inter, et notamment, il avait fait la chanson sale mais romantique, que j'avais trouvé extraordinaire. Je vous le montre, on se fout un peu la gueule, et après on attaque l'actualité. Le lancement était bon, j'avais pas préparé mon truc, c'est fou. Hein. Cet amateurisme vraiment jusqu'à l'os. Ambiance. Envie dans le tumulte ambiant de faire une petite chanson d'amour. Enfin, s'il te plaît. T'habites à Bavé, Non. et moi j'habite la Loire. T'as dû en avaler du bitume pour me voir. Lorsqu'on s'est rencontrés, on était 72. Qu'est-ce qu'on s'était marré dans cette boîte à Mulhouse. Ta bouche est souvent pleine de phrases poétiques. On la voit bien ma veine lorsque j'explique que t'étais pucelle, que l'on croyait maintenant unique. Avant c'était col roulé. C'est joli. J'ai la Gaule en héritage, toi d'origine anglaise. C'est souvent un carnage, quand tous les deux on stresse. Mais c'est toujours une fête, quand j'arrive à baver. On se retrouve sous la couette, on n'arrête pas de bâiller. Dans ton lit je te vois, tu écartes mes doutes. Et alors sous les draps, on se parle, on s'écoute. Après 15 allers-retours, je viens te demander, à toi de faire le parcours, j'en ai marre de baver. Te bourrer la boîte aux lettres de messages d'amour. Au début, c'était chouette,
Mais là j'ai fait le tour, elle est dure dans ta main, c'est la clé de ma maison. À 4 pattes demain, nos enfants y joueront. J'aimerais tant réussir à la rentrée prochaine, à ce que l'on puisse vivre son trajet enfin zen. Il faut bien que ton trou, tout paumé d'où tu viens, tu le laisses derrière toi comme moi avec le mien. Ces seins sont magnifiques, vraiment quelle belle église. Les tiens sont éclatés, manque de place assise. Et c'est devant le curé qui nous unit que t'en as plein les yeux, des larmes quand tu dis oui. Et quelques heures plus tard, c'est là que moi à force de boire, je ne peux plus boire. Enfin la nuit de noces, on va pouvoir dormir. Quand on aura des gosses, ça sera qu'un souvenir. Elle est longue et fait mal, l'aiguille d'anesthésiste, c'est la péridurale. Salvatrice, je regarde tes lèvres et je suis choqué, car tu gardes le sourire, même en train d'accoucher. Je n'ai jamais autant baisé ta petite main. Tu sais, j'ai très envie que pour toi tout aille bien. J'adore quand tu suscites autant d'admiration. Moi, c'est depuis Mulhouse que je ressens cette passion. Les cuisses grandes ouvertes, à moitié avachis. T'as le visage si rouge, on dirait que tu ris. C'est fou ce qu'on peut sortir comme connerie pour se calmer. En hommage à ta ville, tu en as bien bavé. J'ai le cœur qui palpite quand je montre mon bébé. Quelle histoire insolite. Et vous, quels obsédés. Ouais, c'est ça. Ah, j'aime bien. Ah, je vous avoue, j'aime bien un petit bonbon pour commencer l'émission. Et c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime dans le Juste Bistrot, les copains. On a toujours nos petits grognons qui sont dans le secteur. Je pense à Garou Aou qui nous dit du France Inter tout craché. Moi, ça me fait marrer. C'est ça le Juste Bistrot. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. J'ai commencé l'émission avec une casquette de Godu. C'est ça l'esprit, finalement. C'est ça l'esprit et ça, c'est cool. Merci à mon Laurent Watteau qui vient de sub. 18e mois, voilà, c'est magnifique, ça c'est beau comme tout. Merci les copains, voilà, que du plaisir avec ce petit bonbon. Mais on se mettra demain dans le... on va refaire un vendredi détente, je pense. Demain c'est vendredi détente, je vous le dis tout de suite. Je suis là, en plus j'ai du temps. Et puis j'ai entraînement à 21h, donc on a que ça à foutre, donc t'inquiète. Demain c'est vendredi détente, ça va être sympa comme tout. Les copains, donc, on va attaquer dans l'actualité, les amis, parce qu'on va pas. Mais tu vois les grognons toujours. Il y a mon Pascao 63 qui dit c'est nul, il y a rien de marrant dans cette chanson. Ça, on dit pas c'est nul, on dit je n'aime pas. Hein, ça va. Hein, on est des humanistes. Voilà, on se détend, on est entre nous. Ah, allez, ça va, voilà. Et demain, on va se mettre des rigolades. Je vais vous montrer les sketchs que j'aime. Il y en a plein qui vont dire c'est de la merde, il y en a d'autres qui vont dire c'est pas de la merde. D'ailleurs, je vous parlerai de Paul Mirabel. Voilà, s'il y en a qui aiment bien Paul Mirabel, ne venez pas demain à l'émission du Juste Bistrot, je vous le dis tout de suite, parce que ça va swinguer. Bon, bref. On va parler d'actualité parce qu'on est quand même là. Hein. C'est le but de l'émission. Et on n'est pas là pour parler couture comme on lit. Donc, les amis, je voulais vous montrer une séquence qui à la fois va nous faire plaisir, va nous faire ricaner avec une tête qu'on aime bien. C'est toujours une joie de le retrouver. Mais on va devoir faire une petite analyse un petit peu terrible face à ce genre de comportement médiatique. On ne va pas redire tout ce qu'on a déjà dit sur l'attentat de Crépol. Vous connaissez mon point de vue là-dessus, je vous renvoie vers les précédentes émissions. On va regarder l'analyse médiatique de Tristan Mendes France. Ouais, il était dans C'est dans l'air sur France 5 et il nous a expliqué des trucs qu'on n'avait pas compris. Donc, voilà. Au fil de l'enquête, n'est-elle pas la cause première de cet emballement médiatique et politique? Qui veut répondre à cette question? Moi, je crois qu'on est plutôt dans un moment où l'établissement des faits prend du temps. Et qu'on est encore entre le drame et ce qui s'est véritablement passé. Et dans cette zone, j'allais dire, de flou ou de flou informationnel, c'est là-dedans qu'il y a un véritable, j'allais dire presque guerre de l'information de la part de l'extrême droite à essayer de capter le narratif au plus tôt. C'est d'ailleurs l'extrême droite qui très vite sur les réseaux sociaux a essayé d'imposer sa lecture de l'événement de suite. Avec une prime d'ailleurs, avec
une prime au premier arrivant. C'est que Ça le veut premier dire, qui arrive à comment ça imposer... s'est passé techniquement sur cette affaire-là? Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord, effectivement, du côté de l'extrême droite, des influenceurs assez organisés qui ont des communautés très militantes, Ouais. très vocales, bruyantes et actives, qui vont tout de suite essayer de reprendre et faire monter la sauce, en tout cas du buzz. Ils vont être aussi, ils vont aussi profiter aussi des algorithmes qui vont leur donner une survisibilité D'accord. artificielle. Et en gros, l'idée, c'est simplement d'essayer de capter le récit au plus tôt. Dès qu'on a imposé ce premier récit, ça permet à des Pascal Praud, par exemple, par la suite, de considérer que ce qui va être établi après est perçu comme un contre-discours par rapport Oui, du système, c'est ce qu'il dit, Pascal par Praud. rapport à un contre-discours, comme si le discours avait été déjà établi, notamment par l'extrême droite dès le début. Donc on est vraiment, encore une fois, c'est assez classique, entre le moment de l'établissement des faits qui prend du temps. Encore une fois, on n'a pas tous les éléments en tête. Moi, je ferai très attention sur ce que je dirai sur cette affaire ce soir. Et entre cet intervalle, c'est dans ce moment-là, effectivement, que l'extrême droite est en général la plus agile, notamment parce qu'elle maîtrise parfaitement bien les codes. Et chacun la se forme sociale. saisit de son fait divers pour organiser son propre récit. Vous parlez du temps de la justice. Je voudrais citer l'avocat des prévenus. Il s'appelle Maître Alain Faure et il dit « Désigner à nouveau quelqu'un à toute allure dans des conditions totalement contestables, ce n'est pas cela la justice. Pour faire son travail, elle a besoin de temps. » On rappelle que le nom, les prénoms, puisqu'il a été, ça a été fait partie de la polémique, les prénoms de ceux qui étaient mis en cause et en garde à vue dans ce dossier-là ont été communiqués à la une d'un journal. Oui, et c'est surtout l'extrême droite qui l'a relayé le premier. C'est Damien Rieu sur son compte Telegram qui a lâché en pâture les noms de ces individus dont certains sont mineurs, je le rappelle. Et ces noms, encore une fois, ils ne sont pas passés devant la justice. On n'a pas encore établi les faits que ces noms sont lâchés en pâture auprès d'une communauté qui est déjà très énervée. Je parle de l'extrême droite, et notamment ceux qui suivent Damien Rieu. Damien Rieu est un proche de Marion Maréchal, donc c'est vraiment la frange plutôt extrême. Et donc ces noms sont lâchés en pâture avec, encore une fois, tous les risques qui peuvent en découler. Je veux faire des efforts. Je vous jure, je fais tout ce que je peux pour être humaniste, pour essayer d'être gentil, d'être tout ce qu'on veut. Mais ça va pas. Alors, on va prendre la peine de décortiquer. Je vais pas me contenter de lui tomber dessus et donner mon petit avis à la con. On va essayer de décortiquer sérieusement, parce que je vois des gens dans le chat qui disent je suis plutôt d'accord et tout, et c'est chouette parce que ça peut faire naître le débat. Je vous donne mon petit avis, les copains, mais n'hésitez pas, les copains, les copines, bien sûr, mais n'hésitez pas à dire dans le chat, si vous n'êtes pas d'accord, c'est qu'on fasse naître vraiment le débat, c'est le plus important. Déjà, ce qui me pose sérieusement problème, c'est que sur la forme du discours, à aucun moment, Tristan Mendes France ne cite un autre parti politique, enfin un autre courant politique. Il ne parle que de l'extrême droite. Comme si aucun autre parti politique n'avait parlé de cette affaire. Or, factuellement, c'est faux, parce que typiquement, la droite en a parlé. Alors, à moins que désormais la droite soit l'extrême droite, qu'on soit bien d'accord. Mais il ne parle à aucun moment de la gauche, de l'extrême gauche. On sent qu'il y a un discours qui est ciblé. Donc ça, déjà, sur la forme, c'est une première chose. Ensuite, sur la forme de la séquence toujours, on a donc la présentatrice de l'émission, dont je ne me rappelle plus le nom, je ne veux pas dire de bêtises, qui cite quelqu'un, on est d'accord, pour appuyer la chronique de Tristan Mendes France. Et la personne qui est citée, c'est Maître Alain Faure, l'avocat des prévenus. Alors, depuis quand, pour raisonner sur une affaire juridique, en tout cas pour commenter une affaire juridique, vous prenez comme point d'appui l'avocat d'une des parties? Forcément que vous allez avoir un propos qui valide une idée ou une autre, qui valide un camp ou un autre. C'est absurde de citer ça. Et on est seulement sur la forme, qu'on soit bien d'accord. Après, je reviens au début, on se l'armait parce que je veux rebondir sur un point qui me semblait important. Narratif. Enfin, pas en entier, vous inquiétez pas. Au plus tôt. C'est d'ailleurs l'extrême droite qui, très vite, sur les réseaux sociaux, a essayé d'imposer sa lecture de l'événement de suite. Avec une prime d'ailleurs, avec une prime au premier arrivant. C'est que le premier qui arrive à comment imposer... ça s'est passé techniquement sur cette affaire-là? Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord, effectivement, du côté de l'extrême droite, des influenceurs assez organisés qui ont des... Voilà, c'est sur ce point-là, toujours sur la forme du discours, dire que des gens sont organisés dans l'ombre pour
bouleverser la marche du réel ou désorganiser une société, c'est la définition même du complotisme. Donc quand Tristan Mendès France dit « vous avez des gens, donc de l'extrême droite, qui est une sorte de case un peu comme ça, vaporeuse, on ne sait pas trop ce que ça désigne, des gens qui sont organisés pour s'accaparer le narratif », c'est du complotisme. C'est la définition même d'un comportement complotiste. Donc vous connaissez là-dessus mon petit point de vue. Pour moi, l'anticomplotisme est très clairement... la définition de l'anticomplotisme est la même que la définition du complotisme quand on voit ce genre de comportement. C'est comme ce que disait Baudrillard, hein, SOS Baleine veut sauver les baleines, que veut sauver SOS Racisme. On a cet équilibre, si vous voulez, d'attirance-répulsion où les anticomplotistes ont des comportements complotistes en pensant que des gens s'organisent pour déstabiliser les sociétés. Donc ça, c'est une chose sur la forme du discours. Ensuite, sur le fond, si vous voulez, bien sûr que je suis d'accord avec Tristan Mendès France, oui, les gens, quel que soit le bord politique, quelles que soient les idées, quelle que soit l'orientation, veulent s'accaparer le réel. En tout cas, veulent imposer leur explication du réel. Mais là où Tristan Mendès France est un peu désolant, si vous voulez, mais lui et ses copains, hein, c'est la démarche, si vous voulez, du fact-checking et tout ça, dont il est un spécialiste, de la lutte contre les fake news. Cette démarche-là est une démarche qui brille par sa naïveté, comme si l'humanité avait attendu Thomas Durand et Tristan Mendès France pour se rendre compte que ce sont en général les gagnants qui écrivent l'histoire, et quand il n'y a pas de gagnants, ce sont les plus puissants, les plus bruyants qui vont imposer leur récit de l'histoire. Si vous voulez, c'est vieux comme le monde. Celui qui gagne la bataille gagne le privilège de raconter la bataille. Ben, aujourd'hui, même si la technologie a évolué, les sciences de l'information ont évolué, le rapport à l'information a évolué, il s'est accéléré bien évidemment, ce sont toujours les plus bruyants, les plus forts, qui remportent la guerre du narratif. Gramsci le disait avec la notion d'hégémonie culturelle. Pour renverser un État, il faut d'abord renverser les esprits. Vous pouvez renverser un État sans armes. Donc, si vous voulez, et Gramsci théorise ça il y a plus de 70 ans. Donc, Tristan Mendès France, je le trouve tout à fait sympathique. Mais est-ce qu'on l'a vraiment attendu pour comprendre que lorsqu'il se passe ce genre d'information qui vient bouleverser la conception politique de camps de citoyens qui ne pensent pas les mêmes choses, chacun veut imposer sa vision, mais évidemment. Mais là où réside toute la malhonnêteté, enfin, je trouve que c'est de la malhonnêteté de la part de Tristan Mendès France, parce qu'il n'est pas seulement engagé dans un combat contre les fake news, ce qui à la limite est louable, on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas le sujet. C'est que Tristan Mendès France a la double casquette d'être engagé dans un combat contre les fake news et dans un combat contre l'extrême droite. Sauf qu'on a deux choses qui n'ont rien à voir. Vous ne pouvez pas arbitrer en même temps un match de rugby et un match de water-polo. Il faut choisir son match, sinon vous risquez de faire des erreurs. Et là, en l'occurrence, je crois que Tristan Mendès France fait des erreurs quand il explique que l'extrême droite, sur l'affaire de Crépol, a voulu récupérer le narratif. Évidemment. Mais sur l'affaire Naël, on a quand même eu une gauche, une extrême gauche, des mouvements activistes d'extrême gauche, notamment du côté du comité de soutien à Adama Traoré et autres, qui sont sortis du bois pour imposer leur narratif. Mais c'est la définition même de la politique. C'est la politique. Vous avez des gens qui vont narrer, tenter d'imposer leur narratif sur la vie de la cité, avec un C majuscule. C'est l'étymologie de la politique. Et Tristan Mendès France découvre ça aujourd'hui, quoi. Et donc, bien sûr que l'extrême droite se sert de ces événements-là pour monter en puissance et pour se faire plus voir, se faire plus apprécier. Mais en un sens, les fact-checkers se sont servis du Covid pour se faire plus voir, pour se faire plus apprécier, pour imposer leur regard auprès des citoyens. C'est la même démarche. Elle n'est pas forcément négative en soi. Tout le monde fait la même chose. Avec Juste Milieu, j'ai fait ça. Je me suis servi du Covid pour gagner des vues et des abonnés. Et je le reconnais humblement. Et pour autant, ça ne me rapproche pas de Marion Maréchal ou ça ne fait pas moi un vilain en puissance. Julien Pain, de par son travail, il s'est imposé. Aujourd'hui, il a une émission dans le service public. Thomas Durand, la Tronchambier, à travers la position qu'il a acquise, il a pu faire un bouquin dans la collection Pour les nuls, qui n'a jamais si bien porté son nom. Donc, si vous voulez, ce que je reproche aux fact-checkers, enfin ce que je me permets de reprocher aux fact-checkers avec mes petits bras, c'est qu'ils réinventent sans cesse la roue, si vous voulez. Que l'on combatte politiquement l'extrême droite, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de dangers, il y a beaucoup de choses à pointer du doigt. Mais il faut le faire bien.
Sinon, ça aussi, ça contribue à monter l'extrême droite, à favoriser l'extrême droite. Et là, je trouve que sa chronique, elle est nulle et non avenue par rapport à ça. C'est que Tristan Médès France, dans cette chronique-là, donne juste l'impression de quelqu'un qui s'en prend à l'extrême droite. Mais c'est dommage parce que la chronique aurait été beaucoup plus pertinente et beaucoup plus intéressante en mettant en contraste des articles ou en tout cas des déclarations politiques d'extrême gauche et d'extrême droite et mettre en avant pour prévenir les spectateurs, prévenir les citoyens que sur ce genre de faits qui se produisent en France, chaque parti politique veut retirer son épingle du jeu. Et là, on a quelque chose d'intéressant. C'est même pas une question de neutralité. Après, il peut défoncer l'extrême droite si ça l'amuse. Mais au moins de mettre en contraste ce genre de comportement où finalement, et vous savez que je vous dis ça tout le temps, tous les partis politiques qui ont parlé de l'affaire de Crépol se basent sur une enquête qui vient à peine de commencer. C'est ce que je vous disais hier d'ailleurs concernant le Parisien qui fait un papier tout bidon. Enfin, ils ont fait un papier, le papier est sorti il y a quelques jours. Ils font un papier tout bidon pour expliquer que, alors selon leurs sources, auprès de l'enquête qui vient tout juste de commencer, on ne peut rien conclure. Mais ils savent quand même certaines choses. Enfin, c'est ridicule, quoi. C'est absolument ridicule. Et ça me chagrine parce que, je le redis, aujourd'hui, je suis humaniste, je suis de bonne humeur. Les fact-checkers sont des gens sûrement fort sympathiques et bien qualifiés, mais ils se décrédibilisent tout seuls. Il n'y a même pas besoin de partir en croisade contre eux. Vous regardez leur travail, point. Vous voyez bien que c'est biaisé et c'est dommage. Et c'est dommage parce que je trouve qu'il y a une malhonnêteté terrible et nos amis fact-checkers ne font que contribuer à ce genre de choses. Donc voilà, la petite analyse que je voulais vous proposer, les amis. La flemme quand même, nous dit dans le chat. Je prends vos messages, les amis. Hein. Dites si vous n'êtes pas d'accord avec ça, bien sûr qu'on discute. Après, doucement sur les conclusions, on n'a pas encore eu l'avis de Rudy, donc on n'a pas encore la vérité, les gars. Je suis bien d'accord avec toi. Elastic Trader qui dit « Je suis d'accord avec toi factuellement, ce qu'il dit est probablement correct, mais il faut bien comprendre le contexte dans lequel il dit ses vérités. Et je te rejoins pour dire qu'il essaie de taper sur RN Reconquête. Watson2508 nous dit « Parle-en à Alexis du papier bidon. » On n'est pas d'accord avec l'ami Alexis, mais c'est ce qui est chouette. C'est pour ça qu'on fait des émissions ensemble. En l'occurrence, effectivement, la position qu'il a sur cet article du Parisien, je suis pas d'accord, mais c'est juste... Enfin, comment dire, plus je ne serai pas d'accord avec Alexis, plus je serai content de discuter avec. C'est tout le but de la manœuvre. Bibi7844 qui nous dit « Moi, ce qui me dérange, c'est cette manie de mettre le nom des personnes qui ont commis des actes comme ça. Hier, dans la vidéo du Codécrypte, ils ont cité qu'il y avait une personne avec un nom d'origine française. Faut qu'on m'explique si les Français sont toujours égaux ou bien si par leur nom, il y a des Français moins français que d'autres. » Mais ça marche dans un sens comme dans l'autre. Je suis complètement d'accord avec toi. Alors attends, parce qu'il y a Pascao63 qui s'énerve, qui m'a mis plusieurs fois le message. Tu réponds pas, c'est quoi et qui l'extrême droite? Tu fais comme les autres, tu emploies une phrase bateau. Et peux-tu préciser la question? C'est-à-dire, il faut que je fasse un exposé d'1h30 pour expliquer ce qu'est l'extrême droite. Et dis-moi juste gentiment ce que tu désires de moi. Mais oui, sur ces histoires de prénoms, ça aussi, c'est l'escroquerie numéro 1. C'est l'escroquerie numéro 1. C'est-à-dire que quand vous avez les émeutes suite à la mort de Naël, Darmanin déboule en disant « Non, mais il y avait plus de Kevin et Mathéo, donc là, les prénoms, ça compte. » Et aujourd'hui, avec l'affaire de Crépol, finalement, non, mais en fait, arrêtez de parler des prénoms. C'est ridicule. C'est ridicule. Et quand Éric Zemmour parlait de son histoire de prénom avec le calendrier, tout le monde lui tombait dessus. On voit bien que, pour le coup, l'instrumentalisation médiatique dispose de plusieurs rouages et les prénoms, d'ailleurs, on parle d'affaires liées à des violences, liées à des crimes, à ce genre d'affaires, mais même dans d'autres domaines, les prénoms sont vraiment l'un des rouages de ce genre de manipulation médiatique. Parce que il faudrait faire très attention avec ces histoires de prénoms, parce que si demain on se met à scruter les affaires financières, quelle conclusion on va en tirer, si tu veux? Et ça risque d'être fortement problématique. Parce que moi, je veux bien qu'on parle des prénoms et qu'on estime l'origine des prénoms pour estimer l'origine des violences, mais qu'on le fasse dans tous les domaines. Et je crois que certains vont être un petit peu gênés aux entournures. Donc, il faut faire attention quand même. Alors, il y a mon Pascao63 qui répond, qui dit « Bah oui, c'est qui et quoi l'extrême droite en France, puisque l'extrême droite s'est définie comme telle dans l'encyclopédie politique. La gauche et la droite déclarent que la politique d'extrême droite comprend des personnes ou des groupes qui ont des opinions extrêmement nationalistes, xénophobes, racistes, fondamentalistes, religieuses ou autres opinions réactionnaires. »
Oui, mais je ne te dis pas le contraire, cher ami. Mais après, moi, ma définition de l'extrême droite, on peut parler de ça si vous voulez, avec grand plaisir, mais pour moi, il y a deux choses différentes. C'est que il y a l'extrême droite sur l'échiquier politique actuel, donc ce qui ne veut absolument rien dire, et là je peux tout à fait te rejoindre, c'est une sorte de marqueur pour décrédibiliser les gens, mais au rythme où vont les choses, pour Mélenchon, j'exclus bien Mélenchon de la France Insoumise en disant ça, parce que j'ai pas envie de mettre toute la France Insoumise dans le paquet. Pour Mélenchon, si vous voulez, aujourd'hui, l'extrême droite, ça va de Éric Zemmour à 30 millions d'amis, plus ou moins. Enfin, en gros, quand t'es pas d'accord, t'es d'extrême droite. Sa boulangère, il demande un pain bien cuit, il n'y en a plus, elle est d'extrême droite. Donc il faut être consciente de ça quand même. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais je suis d'accord que sur l'échiquier actuel, ça ne veut absolument rien dire. Après, il y a la définition historique. Et là, je trouve ça très intéressant. J'ai fait une vidéo pour la boîte noire il y a quelques semaines où je me penchais sur cette question-là. J'essayais de développer pendant 40 minutes sur la notion d'extrême droite. Et historiquement, l'extrême droite répond effectivement à des critères définis. Mais même en acceptant ces critères, on se rend compte que c'est une notion extrêmement compliquée, extrêmement diverse. Si on prend un exemple explosif aujourd'hui, c'est sans mauvais jeu de mots. D'ailleurs, je retire ce jeu de mots qui est tout à fait malvenu. Vous avez une extrême droite politique en Palestine et une extrême droite politique en Israël. Et croyez-moi bien, elles ne défendent pas du tout les mêmes objectifs. Donc on voit bien que l'extrême droite, c'est une notion politique. Mais quand vous dites Trump, il est d'extrême droite, Zemmour, il est d'extrême droite, donc c'est la même chose, c'est le niveau zéro de l'analyse politique. C'est-à-dire que vous regardez un match de foot, vous dites tous ceux qui ont un short, c'est la même équipe. Non, en fait, t'as l'équipe adverse, t'as l'équipe domicile, t'as l'arbitre, t'as les remplaçants, t'as le kiné. C'est ridicule, c'est vraiment le niveau zéro. Et ça, nos journalistes ne veulent pas l'accepter, et ils ne veulent pas l'accepter à dessein. Parce que le fait de brouiller les pistes et prendre les électeurs pour des abrutis, tôt ou tard, les électeurs vont vraiment croire qu'ils sont des abrutis. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Sans parler, et merci à mon Geoffroy90 dans le chat, sans parler de l'ultra-droite maintenant. C'est-à-dire que déjà l'extrême droite, on n'a pas compris ce que c'était. Et encore aujourd'hui, ça donne lieu à d'énormes conneries. Maintenant, on a l'ultra-droite. Donc c'est comme les Pokémon, si tu veux. T'avais la droite. Évolution extrême droite. Donc déjà, t'as des pouvoirs. Ça peut lancer des flammes. Là, t'as l'ultra-droite. Donc là, c'est supplément nazisme, saupoudré de Mussolini. Et avec la touffe de Trump au-dessus du Sunday. Donc déjà, on est sur quelque chose de... Attention. Là, je vous annonce, pour 2025, on va se rapprocher des élections en France, il y aura la méga droite. Plus musclée, plus rude, plus fort sur les appuis, qui jette des flammes et qui peut faire des saluts nazis dans les stades de foot avec les hooligans. Ah, là, c'est chaud. Et après, on aura la premium giga méga droite, gold, au carré. Donc là c'est Bardella président. Là, ça va vraiment... là, ça veut dire que c'est fini, en fait. Ça veut dire que c'est terminé. C'est dire à côté de Dracofeu, c'est un Playmobil. Je te le dis. Non, faut faire gaffe à ce qui va arriver. Ça va vraiment être une évolution de Pokémon assez zinzin, quoi, si tu veux. Et tout ça, on rigole, mais en vrai, on déconne, les copains. Mais rendez-vous compte, tout ça, c'est pour nous enfumer. Je fais un peu de démagogie à 2 balles, mais chez Juste Milieu, je m'en doute évidemment, tout le monde aura compris que c'est n'importe quoi. Je ne vais pas vous faire un dessin, c'est ridicule, tu vois. C'est cette volonté de toujours plus pointer du doigt et diaboliser l'adversaire, c'est n'importe quoi. Et je le dis à nos amis gauchistes, ne ricanez pas trop, les amis, parce que ça va vous tomber dessus. Ne rigolez pas trop. C'est un truc que je dis depuis un bout de temps. L'extrême gauche, tendance, la France Insoumise, mais même encore avant, parti de gauche et tout, s'était fait un petit malin plaisir à participer à la diabolisation de la droite. Et je pense que beaucoup ont oublié que le jour où l'extrême droite allait se normaliser, c'est eux qui allaient manger. Parce que ça allait être eux, les derniers des Mohicans. Si tu veux, sur l'échiquier politique, ça allait être les derniers qui n'étaient pas comme les autres, qui n'étaient pas intégrés au système. Et c'est précisément ce que nous sommes en train de vivre. Avec l'extrême droite, tendance Bardella, si vous voulez, qui est une sorte de Macron, qui a fait un petit peu plus d'heures, c'est chez Active Fitness, mais la ligne, c'est la même. La ligne, c'est la même. Alors la différence, c'est que t'en as un qui sait pas taper sa prof de français. Et encore, après, je connais pas bien la vie de Bardella. Mais c'est tout. Donc là, aujourd'hui, bien sûr que la France Insoumise se sent complètement isolée. Et je parle bien de la France Insoumise, parce que Fabien Roussel,
si tu veux, il est aussi communiste que moi, je suis pom-pom girl. Hein. Et le mec a inventé le communisme de droite. C'est quoi le projet, en fait? Est-ce qu'on peut parler de fist anal dans la bienveillance, tu vois? Le mec a inventé ça. Le projet communiste de Fabien Roussel, c'est le vin rouge et la viande. Merci. Voilà. Si tu veux, on va où avec ça, en fait? C'est quoi l'histoire? Ça finit comment, la préparation de la piémontaise? Donc, Fabien Roussel a réussi ça. Le Parti Socialiste, au revoir petit ange, parti trop tôt. Bon, après, tu as les trucs, les satellites tout bidons, Bayrou, Horizon, mais bon, ça a été gobé par Macron, entre autres. Et puis voilà, donc il reste que la France insoumise qui a ce petit truc où tu dis, oh, ils sont pas comme nous, eux. Et là, ils vont manger chaud. Donc, la France insoumise, je vois dans le chat certains qui disent, ah, tu parles d'extrême gauche, faut pas dire extrême gauche. On va dire la France insoumise, vous mettez l'étiquette que vous voulez. La France insoumise, ils sont en train de devenir le diable. Alors que je crois que beaucoup, ce que je vous disais, n'ont pas pensé qu'ils allaient pouvoir le devenir un jour. Ils disaient, on est confort, on tape sur l'extrême droite, ça passe. Et ben là, tu vas voir la France. Ça va être la France insoumise, c'est ce qu'on va voir. Hein. Parce que là, ils sont en train de manger chaud. Et ils vont se faire diaboliser. Et tout le monde va leur tomber sur le museau alors qu'ils n'ont rien changé. Tu vois. Les mecs n'ont pas changé un sucre de leur ligne politique ou quoi. Donc c'est très intéressant. C'est très, très intéressant. Donc voilà, je vous ai fait mon développement, mais vous le connaissez, c'est toujours le même. On fait toujours la même chose. On radote. Hein. Estamos radoten. Ouais, je mélange les langues, mais on n'en a plus rien à foutre. De toute façon, l'Union européenne nous a dit que tous les pays, c'était pareil. Donc moi, je mélange les langues. Je ne vais pas m'emmerder non plus. Ça suffit. Ça suffit. Alors, deuxième grosse actualité, les amis. On va en parler. Enfin, on va en reparler, à mon avis. Je vous la donne pour ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Sur les RS. Sort le RS, Catherine Argot. Bande organisée, bien sûr. On embrasse la street. On embrasse le monde du rap. On embrasse les jeunes qui sont friands de rap. Les JO de Paris 2024. On a le préfet de la région Île-de-France qui est inquiet pour les transports en commun franciliens. On n'est pas tombé sur un original. Hein. Là, je ne vais pas vous mentir. Tout le monde est inquiet depuis 50 ans, si tu veux. Donc, bon. Et là, les mecs nous ont enrhumés depuis des années en disant non, mais on va construire des lignes, on va mettre des rails. Ah ben non, on n'a plus de rails. Pierre Palmade, il a tout pris. Ouais. Apparemment, c'est pas une blague. Parce que là, ça va être la merde. Mais la merde dans les grandes tendances. À tel point que le préfet de la région Île-de-France a eu une nouvelle idée. Et celle-là, elle est belle. Je vous le montre. C'est France 3 Paris-Île-de-France. Hein. Donc, tu as vu, c'est sérieux. C'est le service public. Hein. C'est la police française. Voilà. Il s'est dit, tiens, ce jeudi... Alors, il a dit quoi? Je vais vous lire le truc. Parce que c'est très important. Bon, c'est le bordel. À certains endroits, le plan transport ne permet d'acheminer les spectateurs que si tous les autres voyageurs étaient dissuadés ou presque. En ce qui concerne l'occupation des lignes, il prévoit la saturation pour 68% des lignes de métro et 100% de celles du RER. Il estime que cette saturation se fera en dépit des renforts envisagés par Île-de-France avec des bus de substitution. Et au départ, il y a eu cette rumeur de confinement olympique qui a été lancé par le Canard Enchaîné. C'est le Canard Enchaîné qui a révélé ça. Tu vois, hein, on a le tweet. Zizani dans le métro, très bonne vanne. Le préfet de la région Île-de-France dément le ministre des Transports qui jurait le 23 novembre que nous serons prêts pour les JO 2024. Le haut fonctionnaire lui a écrit pour lui annoncer une avalanche de saturation. C'est à ce moment-là qu'ils ont parlé de ça. Et apparemment, l'idée aurait été émise de confinement olympique. Ouais, donc les parigots, tête de veau, mais plus que jamais, ils vont devoir rester chez eux parce qu'il y a les JO. Et c'est vrai que autant quand alors tout ce beau monde, hein, que ce soit Valérie Pécresse, présidente de région, Anne Hidalgo, maire de Paris, le comité d'organisation, enfin toute cette joyeuse bande de guignols qui se renvoient la balle. Ah oui, non, mais attends, là c'est la responsabilité de lui. Oui, mais attends, ça c'est lui. Oui, mais ça c'est un petit peu lui. Qu'ils aillent tous se faire cuire le cul, hein, on va être d'accord. Et il en résulte que autant quand ils ont promis que les JO allaient bien se passer, tout ça, c'est le genre de promesse où j'y parierais pas ma grand-mère. Autant quand ils te disent on réfléchit à un confinement olympique, là je les crois.
là, je les crois vraiment beaucoup. Parce que déjà, ils ont caressé du doigt le QR code pour circuler à Paris. Ouais, je crois que là, on est foutu. Là, on est foutu. Là, on est foutu. Et attention, parce que ce qu'il faut voir par là, alors c'est mon petit prono. Hein. Une fois de plus, vous connaissez la qualité de mes pronostics. Mais tout de même, cependant, nonobstant, on a eu le cas, vous allez me voir venir, on a eu le cas avec les caméras à reconnaissance faciale. Alors non, ce ne sont pas des caméras réservées aux actrices porno. Je vous vois, vous êtes dégueulasse. Ce sont des caméras intelligentes. Tu vois déjà, première différence. Non, je déconne, c'est méchant. En plus. C'est complètement méchant et gratuit. Je m'excuse. Caméra intelligence artificielle, ok, qui permettent la reconnaissance faciale. Hop, Didier, il est là. Didier, il n'est plus là. Bon, ils avaient dit avant les JO, non, mais on va faire une expérimentation. On les installe, on les paye, mais on expérimente. C'est-à-dire qu'après, on les enlève. Donc, tu as des millions d'euros dans la rue, en tout cas des centaines de milliers d'euros pour sûr dans la rue, mais c'est pour expérimenter. Parce qu'on ne sait pas, non, peut-être. Voilà, c'est que pour les JO. Bon, bah finalement, il apparaît que, et le Conseil d'État a validé, les caméras vont rester, hein, tu t'en doutes. Quand tu installes un canapé dans ton salon, c'est pas pour regarder un seul film le dimanche. C'est parce que le lundi, tu comptes bien t'affaler dessus en prenant ton café. Faut pas déconner non plus, tu vois. Et donc, ils vont les laisser. Donc, si tu veux, moi, ce qui me fait peur avec leur connerie de retour du QR code et du confinement olympique, parce que ça aussi, on va quand même réfléchir 3 minutes sur cette notion de confinement olympique. C'est-à-dire qu'ils te donnent un emballage, c'est du McKinsey, vraiment, c'est du McKinsey à la lettre, ils te disent confinement olympique. Donc, t'imagines le mec qui est chez lui, tu sais, qui est bobo, cadre sup à la con dans une start-up qui a inventé le couteau à beurre qui chauffe tout seul. Haltérophilie. Mais en confinement. C'est ça que tu n'avais pas vu venir. Parce que nous, on a tous le souvenir du confinement. Tiens, où sont mes libertés individuelles? Ah bah oui, dans mon cul. Et puis tu es chez toi, tu regardes Motus. Là, il est olympique, le confinement. Donc c'est comme tout à l'heure. Quand il y a l'extrême droite, l'ultra-droite. Toi, tu as connu le confinement. C'est un truc un peu, oh ouais, putain, Covid et tout, machin. Là, il est olympique. Ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. C'est olympique. Ping-pong. Tu choisis ta discipline, on s'en fout. Mais c'est olympique. Tu vas être confiné dans l'esprit de Coubertin. Voilà. Et quelque part, ton confinement contribue au succès de la France, on l'espère, pour avoir 5 médailles et arriver au moins devant Andorre, si tu veux. Donc, c'est le confinement olympique. C'est un nouveau concept. Voilà, si jamais vous vous dites, ouais, on va encore nous enculer, tu penses au confinement olympique. Du mec qui va nager dans sa baignoire et qui va se dire, pour la France, si je fais ça, c'est pour Teddy Riner. Voilà. Donc, il faut faire extrêmement attention. Donc, tout ça pour vous dire que je pense sincèrement que leurs conneries de QR code dans Paris, à minima ce truc-là, hein, vont être des moyens activés et activables a posteriori. C'est-à-dire que vous allez voir qu'ils vont le tester. Tout ça n'est qu'une expérimentation. Et demain, que ce soit pour la pollution, pour alléger les transports, pour je ne sais quelle raison, ils réactiveront ça. On l'avait dit en temps de Covid. Ça, c'est un test. C'est un test parce que on n'utilise jamais un outil qu'une fois. Ça n'est pas possible. Vous accrochez un cadre chez vous, vous n'avez pas de marteau, vous allez acheter un marteau, vous mettez votre cadre, et puis le tôt ou tard, tu remets un autre cadre. Donc, ça n'est pas du complotisme que de dire ça. C'est que sur ces questions-là, si vous voulez, d'organisation de la cité avec un C majuscule, un nouvel outil, une nouvelle disposition, tout cela n'est rarement fait que pour être utilisé qu'une seule fois. Il faut être crédule pour croire ça. Donc soyons extrêmement prudents, et je vous fais ce petit pronostic à la con, qu'à mon avis, ça va pas tarder. Ça va pas tarder cette affaire. Donc non, ça risque d'être cocasse. Et moi, je maintiens mon histoire. Hein. Je maintiens mon histoire que je pense franchement qu'il n'y aura pas de cérémonie d'ouverture. Je vous parie l'apéro qu'il n'y aura pas de cérémonie d'ouverture et que peut-être même les JO vont être annulés. Je ne vois pas comment ça peut se tenir. C'est une catastrophe avant le début. Avant le début, c'est une cata. Donc je ne vois pas comment tout ça peut se tenir et je me laisse rêver à quelques suppositions, si tu veux.
à quelques pronostics, alors qui, bon, risquent de ne surtout pas se passer. Mais je pense que ces JO vont être un drame, économique à minima, humain peut-être, parce que c'est pas moi, hein, je reprends ce qu'avait dit Alain Bauer dans l'émission C'est à vous, je crois, sur France 5. Non, C'est dans l'air sur France 5, si je dis pas de bêtises. Alain Bauer qui avait dit cette cérémonie d'ouverture avec leurs histoires de barges sur la Seine est extrêmement dangereuse. Je vais essayer de vous retrouver d'ailleurs l'extrait, parce que comme ça, je vais arrêter de parler tout seul. Je vais essayer de vous retrouver ce qu'il avait dit. Voilà, regardez, c'est cet extrait-là. Cet extrait-là, pour expliquer ce que je vous dis là. Pour l'histoire, et ici ce soir, que la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 est une folie criminelle. Voilà. Ah oui. Il n'y a rien qui, d'un point de vue de la sécurité et de la sûreté des athlètes, des organisateurs et du public, n'est envisageable sous cette forme-là. La préfecture de police n'y était pas défavorable, il était totalement opposé pour des raisons légitimes. Il n'y a pas un expert français, étranger, du CIO ou d'ailleurs qui trouve que ce truc a du sens, non seulement pour les menaces habituelles, mais je voudrais rajouter... Menaces habituelles qui sont juste... Qui sont le hooliganisme, les mouvements, tout le temps à cause d'un autre événement qui se passe à côté. Voilà. Et il est impossible de sécuriser 12 km au-dessus de Paris, sur la Seine, dans ces conditions-là. Et quelle est votre crainte par rapport au drone? Un drone permet de devenir un drone kamikaze et de se faire exploser au milieu d'une foule sur la Seine, ce qui est encore pire qu'un mouvement de foule sur une berge, créant les conditions d'un désastre. Donc ce truc-là n'a aucun sens. Personne n'arrive à expliquer autrement que pour des raisons de communication, ce qui n'est pas seulement une initiative du président de la République, mais aussi de la maire de Paris, qui insiste énormément pour avoir cette cérémonie invraisemblable, dont je dis aujourd'hui que ceux qui la veulent sous cette forme-là, telle que c'est présenté, telle que c'est organisé, telle que c'est imaginé, c'est la cérémonie la plus dangereuse de l'histoire des Jeux. Vous l'avez parfaitement expliqué, cette menace que constitueraient des drones qui pourraient se produire sur n'importe quel rassemblement, pas forcément au bord de Seine. Qu'est-ce qui fait le plus peur aux spécialistes de la sécurité dont vous êtes? C'est un rassemblement sur des bords de Seine? Non, c'est le mouvement de foule et surtout se trouver en situation de collision, créant une sorte de gigantesque désastre en série, comme les grands carambolages. Et donc, sauf que vous êtes sur l'eau. Et donc dans des conditions d'intervention des services de secours qui sont extraordinairement handicapés, à la fois par la foule qui est sur la rivière et par la capacité des services de secours à intervenir au milieu de plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs. Par ailleurs, c'est un événement qui attire mécaniquement, vous allez avoir 2-3 milliards de téléspectateurs, c'est quand même un appât extraordinaire. Donc voilà, moi ce qui me fait peur, et là je vous le dis, alerte, de toute façon on aura le temps d'en reparler à de nombreuses reprises, je vous le dis, alerte complotisme. Je vais être complètement complotiste. Donc là, je préfère prévenir. Comme ça, il n'y a même pas besoin de débunker. Je vous annonce que je vais dire de la merde. Donc au moins, voilà, vous emmerdez pas. Si Conspiracy Watch m'écoute, je dis de la merde. Donc vous faites pas un article, je préviens. Au moins, c'est clair. Je pense que... tu vois, mais vraiment, je vais vraiment dire de la merde, hein, je vous le dis. Je pense sincèrement que et d'ailleurs, c'est Alain Bauer qui le dit, ça n'est pas moi, les conditions du désastre sont réunies pour faire définitivement basculer la France dans l'état d'urgence permanent. C'est-à-dire, on a eu le Covid, on a eu différentes situations terribles avec des attentats notamment, qui ont poussé à des états d'urgence, mais qui ne pouvaient être illimités. Or, si demain, devant, comme le dit Alain Bauer, je me base sur les paroles d'Alain Bauer, qu'on soit bien d'accord, si demain, vous avez un attentat d'ampleur en plein JO devant peut-être la moitié de la planète Terre par la diffusion de la télévision, les gens qui regardent la cérémonie d'ouverture, ça va laisser un souvenir à la hauteur du 11 septembre. Donc un renversement majeur. On rappelle qu'au lendemain du 11 septembre, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, les Américains, le pouvoir américain met en place le Patriot Act, qui avait pour but de renforcer la sécurité américaine à la suite des attentats du 11 septembre pour éviter que cela ne se reproduise. Le Patriot Act est toujours en place. Nous sommes en 2023, bientôt 2024. Et j'ai vraiment très peur de ça. Qu'on soit bien d'accord, j'ai qu'une envie, c'est de me tromper, de dire une énorme connerie. Mais ce scénario me fait vraiment peur. Je veux dire, tout le monde se rend bien compte que c'est dangereux.
à l'heure actuelle. Je veux dire, on n'est pas foutu, si vous voulez, de sécuriser une finale de Ligue des Champions au Stade de France. On n'est pas foutu, les instances de football européennes l'ont reconnu, qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a eu des manquements, il y a eu tout ce qu'on veut. On n'est pas foutu. En France, à chaque nouvel attentat, on explique aux gens, oui mais les moyens sont insuffisants, rendez-vous compte, c'est compliqué de suivre les gens, et puis l'aspect psychiatrique, et puis ci, et puis mi. Et là, on va faire une cérémonie d'ouverture sur la scène avec un défi sécuritaire que personne n'a fait jusqu'à présent. C'est une première. Donc vous avez un pays qui est déjà fragile, qui est susceptible d'être frappé et qui propose ce genre de conditions-là. Honnêtement, ça me fait peur. Je vous le dis de manière tout à fait personnelle et peut-être que je suis parano et flippé et c'est sûrement ça. Mais ça me fait peur. Je vous le dis, ça me fait vraiment peur. Qu'on ait un drame d'ampleur en direct live et que le monde entier se dise ça y est, la France, c'est cuit. Et la réponse du gouvernement français devrait être proportionnelle, et donc avec l'équivalent, symboliquement, d'un Patriot Act à la française, qui va bouleverser le fonctionnement de la France. Donc, honnêtement, moi, ça me... Voilà, je vous le dis, sincèrement, les copains, je quitte le juste milieu 30 secondes, ça me fait peur. Franchement, ça me fait peur. Personnellement, je n'irai pas, voilà. D'ailleurs, je comptais pas y aller, mais je n'irai pas. Je ne foutrai pas un pied à Paris au moment des JO. Je vous le dis tout de suite. Déjà qu'en temps normal, bon voilà, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Il y a plusieurs personnes dans le chat qui parlent du Patriot Act. Ça a été un ensemble de lois, si tu veux, de lois nouvelles qui ont été intégrées ensemble aux États-Unis. Et d'ailleurs, la grande majorité a été conservée à la suite de plusieurs révisions parce que c'était validé par tranche de 5 ou 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on parle, par exemple, de la possibilité pour les autorités de surveiller les lignes téléphoniques de personnes suspectées, ce genre de mesures, si vous voulez, et qui sont présentées comme des mesures antiterroristes pour protéger la sécurité des citoyens. Sauf que nous en avons déjà l'expérience. Rappelez-vous, au lendemain des attentats du Bataclan, on a, enfin là encore, c'est une expression le lendemain, dans les semaines qui ont suivi, on a politiquement une réaction avec un durcissement de la surveillance sur les fichiers S. Et on a eu des affaires de fichiers S liés à des mouvements écolos qui ont été visités chez eux, qui ont été foutus en garde à vue et tout ça. Parce que, rappelons-nous quand même que le fichage, le fait d'être fiché S, si vous voulez, n'a rien à vous, enfin, n'est pas lié seulement au terrorisme. Vous pouvez être fiché S, par exemple, pour des problèmes financiers. Si vous faites de l'exil fiscal ou des choses comme ça, vous pouvez être fiché S. C'est sûreté de l'État. Donc, ça c'est très large. Après, ça répond à des classifications spécifiques pour connaître le motif, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, tout ça pour dire que non, ces JO me font peur. Et puis, c'est vrai que, mine de rien, il y a aussi un truc à rappeler, qu'on soit bien d'accord, c'est que il y a aussi l'aspect sportif. Effectivement, parce qu'au départ, ce sont des Jeux Olympiques. Hein. C'est Massan 34-66 qui nous le dit. Et puis, sans déconner, si on parle sportivement, quelles sont nos chances de médaille au JO? J'en vois pas beaucoup. Ça, c'est un débat, effectivement, qu'on aura le temps de faire. Mais c'est vrai que même sur l'aspect sportif, c'est un peu léger, c'est un peu light. Bon, sinon, les amis, tu vois, je me suis emballé, je suis parti plein gaz sur plein de sujets, mais il y a aussi un autre gros sujet aujourd'hui qui nous attend, et je suis très curieux de vous en parler, d'avoir votre retour sur ça. C'est cette séquence qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux concernant Gérard Depardieu. Il va y avoir un complément d'enquête ce soir à 23h, donc nous sommes le 7 décembre 2023. Et une séquence a déjà été diffusée sur les réseaux sociaux où on voit Gérard Depardieu en visite en Corée du Nord et qui a des propos plus qu'obscènes. Vous allez voir, c'est extrêmement gênant, extrêmement malaisant. Je vous montre la séquence. Il y a rien de choquant. Enfin, les propos sont choquants, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de scène violente ou quoi. Mais on va en parler. En Corée du Nord, devant la caméra, l'acteur va multiplier les propos obscènes, surtout adressés aux femmes. Tu vas prendre une belle douche, tu vas penser à moi. Beautiful day. Sa petite chatte. Gérard Depardieu visite cette fois un haras. Et là encore, tout est matière à parler de sexe. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle. Et là, ça... Ah ben, vous, sinon, là, c'est des grosses salopes. Ça. Il va même jusqu'à sexualiser une fillette
d'une dizaine d'années. Si jamais il galope, elle jouit. C'est bien, ma fifi, continue. Tu vois, elle se gratte, là. Qu'est-ce que tu regardes ça? Les chevaux. Pourquoi tu montes pas à cheval? Ça fait du bien, tu sais. Généralement, les femmes qui font du cheval aiment beaucoup autre chose. Il y a une vie dedans. Un peu plus tard, le comédien se pèse. 124. 124, chef. Attends, et là, je suis pas en érection. En érection, 126. Une fois de plus, son interprète est coincé. Obligé de subir la blague graveleuse. Et à l'extérieur, l'acteur continue sur le même ton. Parlez de ça, pas ici. Et en bois. Là-bas, oui, je sais, j'ai vu, c'est comme ma bite, bien sûr. J'ai une poutre dans le caleçon. Mais j'aimerais être un cheval, pareil, faire monter pour tous ces cavaliers et être un cheval qu'on dresse, à qui on apprend les choses, pour faire corps avec la machine et vos moules. J'ai le rythme de la peau. Écrit comme ma chatte. Gérard Depardieu finit même par annoncer qu'il va joindre le geste à la parole. Là, vas-y, prends la photo pendant que je touche le cul. Sa petite moule qui doit être bien touffue, bien poilue. Elle sent déjà la jument. Alors, bon, c'est une première chose un peu légère avant d'être plus sérieux déjà, enfin un peu légère. Je pensais qu'il était beaucoup plus lourd que ça. Mais bon, ça, clairement, on s'en fout. Ça pique clairement. On va être très clair. Je serai d'une extrême malhonnêteté parce que j'aime beaucoup Gérard Depardieu, l'acteur Gérard Depardieu. Les propos là me choquent. Franchement, je vous le dis, c'est pas pour faire ma vierge effarouchée, hein, je vous le dis, je trouve ça choquant. Le naturel, si vous voulez, avec lequel il dit ça. Alors, après, bien sûr, ce ne sont pas des circonstances atténuantes, évidemment. Puis on n'est pas juge, on n'est pas là pour juger. Mais on peut pointer du doigt le fait qu'il y a une caméra. Notamment, il y a aussi une caméra de quelqu'un que vous connaissez bien. Je vous garde ça pour la fin de la séquence. Il y a une caméra. Il est sûrement bourré, peut-être drogué, il est tout ce que vous voulez. Cependant, je serais malhonnête si je ne relevais pas le point qui me choque concernant la sexualisation de cette petite fille. C'est-à-dire que tout est choquant. Il y a pas on ne fait pas la course du plus terrible, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais c'est vraiment dégueulasse, c'est lamentable. Et ce que je voulais vous dire, la seule chose que je voulais vous dire, parce que là-dessus, on peut que être dégoûté par le naturel des propos, si vous voulez, j'ai hâte de voir les réactions médiatiques. Parce que je pense qu'il va y avoir, dès demain, dès la diffusion du documentaire, des tombereaux d'articles pour dire Depardieu, le gros porc, MeToo, les femmes et tout machin. Et là encore, j'espère me planter. Je vous parie l'apéro qu'il y aura bubule sur la sexualisation de la fille de 10 ans, enfin d'une dizaine d'années. Je vous parie l'apéro qu'il y aura bubule. Et ça, c'est vraiment ce qui me fait peur. Si les médias veulent démonter Depardieu, il n'y a aucun problème. Ils font leur métier de toute façon. Mais s'ils opèrent un tri sur les attaques qui sont faites à Depardieu, où on met en avant que le côté il s'en prend aux femmes et il s'en prend pas à la gosse, il sexualise pas la gosse, s'ils n'évoquent pas ça, je vous avoue que je vais fondre un boulon, quoi. Parce que ça me rend dingo, ça me rendrait dingo si c'est ce qui se passe. Alors, on va voir, mais honnêtement, ça va me rendre absolument zinzin si c'est ce qui se passe. Alors, rendez-vous demain, je me ferai la presse le matin attentivement et on en reparlera demain soir. Mais il y a vraiment, vraiment, vraiment moyen que ça se passe comme ça. Honnêtement, ça me fait peur d'avance. Je vous le dis tout de suite, ça me fait vraiment peur d'avance. On verra un petit peu ce qui va se passer. Alors, il y a Nancéen, et c'est vrai, c'est juste, qui dit « Si Libération ose dézinguer Depardieu avec leur passé MDR », je suis bien d'accord avec toi. Voilà. Donc, je voulais vous parler de cette séquence. Je crois qu'il n'y a pas plus à dire pour l'instant. On va voir dès demain. Il ne faut pas anticiper sur les réactions. On n'a pas de preuves pour l'instant. Mais ce qui est intéressant aussi, les copains, c'est que vous n'avez peut-être pas vu dans la séquence. Bougez pas, je vais essayer de vous remontrer ça.
On voit un monsieur, à un moment donné, dans le documentaire. Attendez. Faut que je vous retrouve la séquence. Alors, c'est très, très fin. Alors, on ne le voit pas sur le plan serré, mais vous avez un plan large, là. Je ne sais pas si vous voyez ça, avec une main ici, là. Attendez, est-ce que c'est cette séquence-là? Parce que normalement... Oui, voilà, c'est ça. C'est bien ça. Regardez bien le coin gauche de l'écran. Regardez bien le coin gauche de l'écran. Il y a un visage qui va apparaître. Les femmes qui font du cheval aiment beaucoup, c'est autre chose. Il y a une vie... Oh bah Yann Moix. Oh non, c'est pas vrai, regardez là. Yann Moix. Toujours dans les bons coups, hein. Toujours dans les bons coups. C'est fou, ça. Et oui, Yann Moix, il était parti faire un documentaire avec Gérard Depardieu sur sa visite en Corée du Nord, justement. Oh non. Oh bah Yann Moix. Oh, c'est dingue. Oh, le Yannou, toujours dans les bons coups. Et regardez ce qu'il disait sur ce documentaire à la téloche il y a quelques mois. Le film est fait, il est monté, il n'y a plus qu'à le mixer. Il dure 2h30. Je crois que ce film, je dis franchement, je crois que c'est un film extraordinaire. Peut-être même un chef-d'œuvre. Mais j'ai rien fait, moi j'ai filmé Gérard. Je crois que c'est un film hors norme. Mais je crois aussi que ce film restera, peut-être pas sur mon disque dur, mais il ira peut-être se perdre dans les limbes des fanatiques hardcore et qui circulera sous le manteau. Parce que je crois qu'il n'y a pas un seul distributeur, un seul producteur aujourd'hui suffisamment courageux pour le proposer à qui que ce soit. C'est-à-dire qu'il y a un procès par phrase. C'est un film extraordinaire au sens étymologique du terme. C'est un film fou, mais et aussi parfois un tout petit peu ennuyeux, parce que la Corée du Nord, ça doit être ennuyeux. C'est pour ça qu'il dure 2h30. Mais je crois que le 21e siècle n'est plus un réceptacle possible pour ce genre de folie pure. Voilà, hein. Yann Moix, hein, ce formidable personnage, on en avait parlé dans le Juste Bistrot. Hein, je crois qu'on peut parler, en tout cas, le comportement. Je ne juge pas l'homme, je juge le comportement. Un comportement d'ordure, qui est celui d'Yann Moix, cet antisémite repenti, devenu philosémite, qui n'a pas hésité à accuser toute sa famille, qui a été condamné pour ça. Enfin, que du plaisir. Et en plus, c'est du chef-d'œuvre. Il te l'a dit, c'est chef-d'œuvre. Un peu comme Cinéman, dont il est également le réalisateur. C'est du chef-d'œuvre. Voilà, arrête de t'énerver comme ça. C'est du chef-d'œuvre, c'est comme ça, c'est la qualité. Toi, tu ne comprends rien au cinéma parce que t'es une merde. Non, mais je suis vulgaire, je suis désolé. Mais vous êtes des cons. Putain, c'est du vrai cinéma, quoi. T'aimes pas le cinéma, je suis con. Ouais. Si. Non, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Je crois qu'il faut être au courant de ça. Donc non, sincèrement les amis, voilà, il y a toujours dans les bons coups l'ami Yann Moix, on se régale et ça fait plaisir. Ça fait plaisir les amis sur ce que je voulais vous dire aujourd'hui les copains, beaucoup de choses franchement, mais on se régale, tu vois. Moi j'aime la vie en fait finalement. C'est peut-être ça le résumé à chaque fois, c'est que j'aime la vie. Je suis un amoureux de la vie. C'est comme ça, tu vois. C'est comme ça. C'est zinzin, c'est le plaisir. C'est l'amour, en fait. C'est l'amour. Voilà, je te le dis. Et puis, j'ai envie de finir sur une note de rigolade. Je vous avais dit, on ferait une émission un petit peu plus longue. Il faut que je vous trouve un mec que j'adore. Mais si quelqu'un le connaît, mais dites-lui que je suis amoureux de lui, qu'on soit bien d'accord. Je pense que vous êtes beaucoup à le connaître, bien sûr. C'est Edgar Rive. L'humoriste Edgar Rive, que je trouve extraordinaire. On se met quelques petits trucs qu'il met sur TikTok, tu vois, parce que je suis connecté, je suis jeune. On s'en met quelques-uns, je le trouve trop bien, on se fend la gueule, puis après je vous laisse tranquille, on se retrouvera demain. Ne saute pas le niveau d'intelligence des femmes. C'est-à-dire qu'en comparaison, messieurs, calme-toi. Tu vois le manque d'humilité comme vous avez. C'est pour ça qu'on se tape à un moment aussi, tu vois. Je t'ai dit bien, reste tranquille et voilà. Aucune humilité, hein. Voilà ce qu'on voulait dire, voilà. Putain, aucune humilité. Par contre, je te raconte l'histoire parce qu'elle est vraiment drôle. Et je vais, à l'instar des plus grands conteurs de mon pays, m'installer sur une petite tabouret pour me bien.
On est aux abords. Ça a craqué là, non? Pourquoi il me fait chier? Il fait des blagues? Le débrouille, il a fait. Ce serait quand même con de mourir à Villeneuve-Saint-Georges, quoi. Je vous aime bien, mais c'est pas ce que j'ai prévu. On est, messieurs, dames, aux abords du premier confinement. Souvenez-vous, c'est quand même technique, hein? Allez, c'est bon. Il ne tiendra pas les 25 minutes. On va tout remettre comme prévu. C'est des fois dans la vie, quand c'est mort, c'est mort. Il faut accepter. Au moment où je voyais la loupe. Ils sont trop chauffés avec ça. Il y a plein de conflits dans le monde. Il y a le conflit israélo-palestinien. Je ne me lancerai pas sur le sujet. Vraiment, il y a 2-3 humoristes qui ont essayé, on n'a plus aucune nouvelle. Guillaume Meurice, Bismillah. Ah lui, il a mis sa tête en dehors du fourré. Il s'est pris à Netanyahou, lui, il est complètement fou, lui. On était tous là. Oula, là, c'est du hors-piste. Va-t-il se réceptionner? Eh non, ben non, voilà, ligament croisé, comme prévu. T'avais dit, Philippe. T'as vu, je croyais que... Non, personne n'y est jamais arrivé. Donc on revient sur la Russie et l'Ukraine, c'est vraiment une zone de confort. Pourquoi se faire chier, hein? Poutine, je t'encule. Ouais, on est bien. On est bien. Netanyahou, j'ai besoin de temps. Il faut vraiment que le sketch soit rodé. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est comme DBZ. Je vais dans la salle du temps. Il s'écoule 20 ans là-bas, un jour ici. Je bosse le sketch pendant 1000 jours et 1000 nuits. Et je reviens, et même là, je fais Jésus, prends le volant. Il est beaucoup trop chaud. Et j'ai l'impression que rien n'est comme d'habitude. Je sens les spots qui me tapent la tête. C'est comme d'hab, Nikita? Ça s'appelle Nikita, pas compris son projet. Nikita, c'est comme d'hab? Très bien, là, je t'ai agacé là, je le sens. T'as vu qu'il a retenu le oui enculé, là? T'as vu là? C'est bien, c'est un gars vigilant par rapport au salaire, il a capté le système. Il s'est dit enculé, chômage, ça arrête là. Je suis obligé de... Quel bonheur de dominer comme cela. Il se passe quoi par là-bas? C'est quoi? Attends, il y en a un autre qui est extraordinaire. Faut que je le retrouve. Quand tu te réveilles le dimanche matin, à partir de 10h50, 11h, l'émission type c'est... Téléfoot, monsieur. Et ensuite, 15-16h, il y a le match de l'après-midi, bien sûr. Après 19h10, nous avons... D'accord, tu veux prendre l'apéro devant, mais l'émission c'est... Canal Football Club. Merci beaucoup, l'émission c'est apéro. Oui, apéro! Complètement crevé, Michel. On est trop nombreux à avoir été de miel. Ah, mais je te jure, moi maintenant je me dis... Hein? Maya, le miel, Maya. Là, t'as tenté de participer, mais ça n'a rien. Tu n'as rien mis dans la cible, quoi. T'es arrivé, et des fois je bois mon pipi. Qu'est-ce que tu m'as de la veille? Par rapport au miel, quoi. C'est pas ça que j'aime ce métier. On tombe toujours sur des gens magnifiques. Oh, de l'heure du swing. Ça me fait penser. Mais Maya! Et sa femme? C'est pas de mon pays. Comment tu veux reprendre l'histoire avec ça? Comment? Jean et Jean. Tu t'appelles Jean-Jean? Est-ce que c'est une blague? Ou est-ce que c'est premier degré? Jean-Jean Maya. Jean-Jean Maya? Oui, donc on n'a pas du tout compris ce que tu voulais dire en fait. En fait, tu te présentais. Oui, bon, mais c'est mon nom, je voulais le c'est filmé ça, hein? Lucas,
Ouais, c'est filmé. C'est filmé? Ouais. Yes, sir! C'est génial, il est vraiment fort. Allez voir Edgar Rive, il s'appelle, parce qu'on diffuse ses vidéos, allez sur sa chaîne YouTube, sur sa chaîne TikTok, on fait la pub volontiers, c'est vraiment, il est super. Je rêve de le voir en spectacle, de le rencontrer, de papoter avec lui. Il a fait une interview chez Blast, allez voir, c'est génial. Et en plus, il a une vie zinzin. Son père est diplomate, a fait de la politique à très haut niveau dans un pays d'Afrique. Je ne veux pas dire de bêtises dont il est originaire. Je crois que c'est le Bénin, mais je crois que je dis une connerie à vérifier. Il a une vie de fou. Il est venu en France pour des études, puis il a voulu devenir humoriste. Il a vécu dans la rue. Il a connu les pires galères et il a un discours, mais qui est vraiment super intéressant, qui est super chouette et qui est intelligent. Et puis il a du vocabulaire, il a un phrasé, il a un truc qui est vraiment super. Je le connais pas, j'en parle avec beaucoup de passion et de plaisir parce que j'adore ce qu'il fait, et si un jour je peux papoter avec lui, j'en serai le plus heureux. Mais en 2024, on va lancer une nouvelle salve d'interviews pour aller rencontrer de nouvelles personnalités, discuter avec de nouveaux affreux Jojo à droite à gauche, et voilà, j'espère vraiment l'avoir. Il est extraordinaire. Si un jour j'ai la chance de monter sur scène, voilà, il fera partie des inspirations, si tu veux, que j'aimerais avoir. C'est Edgar Rive. Voilà les copains. Je crois qu'on est pas mal. Pour aujourd'hui, les amis. J'espère que ça vous a plu, cette nouvelle émission. Il est 18h pétante. On est ensemble depuis presque 1h30, les copains. On va se retrouver demain à 16h45, comme d'habitude. Petit scoop, j'ai enregistré cet après-midi. À nouveau, ça discute avec Jacques Cheminade. Voilà, on a parlé d'Israël-Palestine, on a parlé de l'Argentine, on a parlé de la question de la monnaie, du souverainisme monétaire. Beaucoup de choses. Ce sera dimanche à 18h. Et c'est déjà disponible sur la boîte noire pour les abonnés la boîte noire. Voilà, les copains. J'espère que ça vous a plu. Vous avez passé un beau moment. Vous êtes bien fendu la gueule, vous êtes bien énervé, on est passé par toutes les émotions, c'est le but du jeu. Je vous embrasse tout à fait tendrement, passez une excellente soirée, profitez bien, et puis on se retrouve demain 16h45, même heure, même endroit. Vive la rigolade, vive la France, et à demain.